Bienvenue dans le débat. Les Polonais votent dimanche. C'est le second tour de l'élection présidentielle. Le match se joue entre deux candidats et selon les sondages, c'est très serré. Deux candidats qui symbolisent deux Polognes. Le candidat pro-européen de la coalition civique, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et le candidat nationaliste, populiste et même trumpiste soutenu par le PiS, Karol Nawrocki. Il y a un faiseur de roi, Sławomir Mencen, un candidat d'extrême droite qui lui est arrivé en troisième position au premier tour après une campagne très active sur TikTok. La campagne a lieu dans un contexte tendu avec des soupçons d'ingérence russe et la présence de fake news, notamment sur l'Ukraine ou encore sur l'Union européenne. Le candidat nationaliste est ouvertement soutenu par l'administration Trump. Alors qu'incarne-t-il ces deux candidats et qu'est-ce qui peut finalement faire basculer l'élection? On va revenir sur les soupçons d'ingérence, sur le scrutin et puis sur les conséquences bien sûr de cette présidentielle. Quelles sont-elles pour l'Ukraine, pour les partenaires européens ou encore pour l'OTAN? On va poser ces questions à mes invités. Patrick Martin-Genier est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes enseignant à Sciences Po et également à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Patrick Gautrat est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Pologne. C'était entre 2002 et 2004 et auteur, un ouvrage qui vient de sortir, Pologne, le retour. Ça vient de sortir aux éditions Temporis. Bienvenue à vous. Merci. Nous avons donc en direct de Varsovie, Georges Mink qui est avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, polonais, bien sûr. Merci d'être là. Et puis, Gulliver Krag, notre correspondant dans la région, est avec nous. Il est à Lviv en ce moment, en Ukraine, mais il était en Pologne ces derniers jours. Il y retourne demain. Bonsoir Gulliver, merci d'être là. Bonsoir. Avant de démarrer, je voudrais qu'on regarde la carte de la Pologne parce qu'elle dit beaucoup de choses, cette carte. On voit déjà qu'il y a 38 millions d'habitants à peu près en Pologne. Et le pays, surtout, vous le voyez, a 7 frontières. Une, bien sûr, avec l'Ukraine, avec la Biélorussie, la Lituanie à l'est. Et puis à l'ouest, une frontière très importante avec l'Allemagne, la République tchèque et la Slovaquie. Autant dire qu'elle est stratégique. Il est stratégique, ce pays. Deux candidats s'affrontent donc à ce second tour. Le candidat pro-européen de la coalition civique, le maire de Varsovie, c'est Rafał Trzaskowski. Et puis en face, le candidat nationaliste, populiste et même trumpiste. Il a d'ailleurs le soutien de l'administration Trump, Karol Nawrocki. On va revenir justement un peu sur les propos de chacun des deux candidats avant de les commenter. Une Pologne ambitieuse arrive, une Pologne sûre arrive, une Pologne socialement responsable arrive. Nous allons gagner. Une grande Pologne fière et forte arrive et le changement arrive. Nous allons gagner. Il est grand temps que l'honnêteté l'emporte. Il est grand temps que la droiture l'emporte. Il est grand temps que la justice l'emporte. Il est grand temps que la vérité l'emporte. C'est cela l'enjeu de ces élections. Gulliver, vous qui étiez sur place là, ces 2 derniers jours, même ces 3 derniers jours, puisque vous avez fait un reportage qu'on va diffuser d'ailleurs, on peut dire que même dans la façon de s'exprimer, les deux candidats ont un contraste assez étonnant. Est-ce que c'est vraiment de Pologne dont on parle ? Oui, je pense que c'est certainement cette de Pologne. On parle beaucoup en Pologne de ce qu'ils appellent la guerre polono-polonais entre ces deux camps. Et c'est vraiment une haine qu'on peut entendre entre les partisans des libéraux qui pensent que Droit et Justice, le parti d'Jarosław Kaczyński et de Karol Nawrocki maintenant, c'est un parti qui va faire sortir la Pologne de l'Union européenne, détruire la démocratie. Et de l'autre côté, vous avez les partisans de ce parti qui pensent que c'est les libéraux qui menacent la souveraineté de la Pologne. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent qu'ils ont peur pour la souveraineté de la Pologne si le libéral Trzaskowski gagne. Et côté Trzaskowski, ceux qui ont peur pour la démocratie en Pologne si Nawrocki gagne. Et vraiment... Parfois, c'est difficile d'avoir une conversation même rationnelle parce qu'il y a tellement de haine entre les deux camps. Mais ceci étant dit, il y a aussi beaucoup de Polonais qui en ont marre de cette guerre polono-polonais qui se traduit un petit peu dans les résultats qu'on a vus où beaucoup de jeunes, notamment, ont opté pour d'autres candidats que les candidats des deux plus grands partis. Mais on l'a vu peut-être un peu plus lors des législatives en 2023 où il y a eu un assez bon score pour une sorte de nouveau parti centriste qui s'appelait la Troisième
troisième voie, mais qui, là, leur candidat à la présidentielle, Szymon Hołownia, a fait un score très petit. Je crois qu'il est arrivé 5e, en fait. On va revenir sur la jeunesse dans un petit moment. Gulliver, Patrick Gautrat, si Trzaskowski l'emporte, donc le candidat européen, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que Donald Tusk, qui est le Premier ministre, se retrouvera justement avec un président dans son camp. Or, le président, il a le droit de veto. Donc pour lui, ça permettra d'aller au bout d'un certain nombre de réformes, par exemple comme la loi sur l'avortement ou encore la réforme judiciaire. Donc pour Donald Tusk, l'actuel Premier ministre, il soutient bien sûr ce candidat et c'est important. Oui, c'est absolument vital pour lui parce qu'on lui reproche, et c'est une des raisons du mauvais score de son parti, de KO, on lui reproche de ne pas avoir mené à bien suffisamment vite tout ce qu'il avait évoqué en 2023, comme ça vient d'être rappelé, au moment de l'élection. Donc le grand problème maintenant... Parce qu'il y avait le veto de Duda, donc de l'actuel président nationaliste. Avec Duda, ça ne s'est pas bien passé, parce que le président en Pologne a un pouvoir de veto très important. Et donc, ça a été la guéguerre pendant plus de 2 ans entre Duda et Tusk. Et Tusk, évidemment, c'est évident, il n'a pas envie de recommencer avec quelqu'un qui sera peut-être encore pire que Duda. Et le problème pour finalement ce candidat européen, c'est de séduire un peu à droite, un peu à gauche. Il est obligé de jouer un peu les équilibristes. Patrick Martin-Génier. Oui, alors ce qui est important, c'est aussi la dimension européenne. Vous savez, en réalité, le président polonais, il a beaucoup de pouvoir. C'est pas un président qui arrose les chrysanthèmes. Il n'inaugure pas les chrysanthèmes. Voilà. Donc il a beaucoup de pouvoir, vous l'avez dit, il a un droit de veto, il a un droit de regard sur les lois. Plus, il avait eu, lorsque Kaczynski était président lui-même, des discussions pour savoir qui représentait la Pologne au sein du Conseil européen de chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre, mais vous pensez bien que si c'était le candidat nationaliste qui l'emportait, révisionniste, nationaliste, qui est partisan d'une vision passéiste de la Pologne, ça créerait de grandes difficultés pour la gestion des affaires européennes notamment. Et alors ce qui est assez incroyable, c'est que Christine Noem, donc, qui est en fait la chargée de la sécurité intérieure américaine, elle était en Pologne hier pour le soutenir, ce candidat nationaliste, qui veut dire que non seulement il a le soutien de l'administration Trump, il se dit lui-même d'ailleurs trumpiste, mais elle était là pour le soutenir. On va regarder, on va l'écouter. Si vous élisez un dirigeant qui travaillera avec le président Donald Trump, le peuple polonais aura un allié puissant qui veillera à ce que vous puissiez combattre les ennemis qui ne partagent pas vos valeurs. Vous disposerez de frontières solides, vous protégerez vos communautés, vous assurerez leur sécurité et vous veillerez à ce que vos citoyens soient respectés chaque jour. Georges Ming, c'est assez incroyable tout de même, Christine Noem, donc, qui tient ses propos hier en Pologne pour soutenir le candidat nationaliste. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'influence de Trump est finalement très importante dans ce scrutin ? Absolument. L'importance pour la Pologne d'un allié comme les États-Unis, évidemment, est énorme. Il y a des liens traditionnels, il y a des soldats, des GIs américains sur la frontière, il y a des complexes patriotes pour défendre l'espace polonais. En tout cas, l'influence américaine est aussi très ancienne. Et du coup, le fait que le président actuel se mette des côtés d'un candidat et pas de la Pologne en général a son importance. Et on a bien vu que Christine Noem a posé une sorte de chantage en disant que si c'est le candidat libéral qui est élu, alors il n'y aura plus d'aide et les Américains retireront peut-être les soldats. Alors évidemment, c'est une sorte de menace de conditionnalité. Peut-être en réalité, ça ne se passerait pas comme cela, mais en tout cas, ça pèse bien sûr sur les électeurs et peut conforter une partie des électeurs pour voter pour Nawrocki. Monsieur l'ambassadeur, vous qui avez connu la Pologne à une autre époque, le trumpisme, tout de même, dans les pays de l'Est, a ce poids. C'est ce dont vient de parler Georges Ming. C'est assez surprenant. Absolument, mais l'attitude du président Trump sur l'Ukraine, ses allers-retours constants sans savoir exactement ce qu'il voulait faire et sa complaisance vis-à-vis de M. Poutine n'ont pas plu du tout à l'opinion polonaise, et j'allais dire par-dessus tous les partis, parce que la méfiance du Russe reste quand même l'élément fondamental de l'opinion publique.
Mais en revanche, sur l'Ukraine, il y a une divergence entre les deux candidats. C'est vrai qu'ils se rapprochent sur la haine de la Russie, enfin, ça reste l'adversaire, mais sur l'aide à l'Ukraine, là, il y a une vraie divergence entre l'européen, le pro-européen et le nationaliste. Vous savez, la droite populiste, la droite nationaliste, en fait, ils sont d'accord sur beaucoup de choses, et notamment sur le fait d'arrêter ou de réduire l'aide à l'Ukraine. Donc ces gens-là, c'était exactement le même débat en Roumanie pour l'élection présidentielle. C'est également le cas de l'extrême droite en Allemagne. Partout, globalement, l'extrême droite veut arrêter cette guerre, ne veut plus aider l'Ukraine, notamment parce qu'il y a aussi des problèmes économiques, notamment les agriculteurs. Rappelez-vous, les agriculteurs avaient aussi manifesté parce qu'ils considéraient que trop de produits agricoles ou de transporteurs routiers passaient par la Pologne et que donc il y a aussi cet électorat qu'ils souhaitent préserver. Les jeunes sont clés manifestement dans ce scrutin et avec cette troisième position lors du premier tour, celle de Sławomir Mencen. Donc c'est un troisième protagoniste dans ces élections, candidat d'extrême droite. Il était donc troisième au premier tour et il a fait campagne donc sur sa chaîne YouTube et il a fait un bon score. Et il a proposé aux deux candidats de souscrire à ces conditions et 8 conditions d'ailleurs. Les jeunes ont particulièrement bien voté pour lui au premier tour puisqu'il a remporté 36% des suffrages des 18-29 ans, devant le candidat de gauche radicale, Adrian Sandberg, qui lui a remporté à peu près 20% des voix. On va regarder votre reportage, Gulliver Krag, parce que vous avez justement passé du temps avec ces jeunes Polonais pour comprendre pourquoi finalement ils en ont ras-le-bol de ce PiS versus gauche un peu traditionnelle. S'il reste encore des affiches d'Adrian Sandberg dans cette petite ville de l'ouest de la Pologne, c'est grâce à Bartosz Kornacki. Il a fait campagne sans relâche pour le candidat de gauche. Oh, ils ont encore arraché celle-là. Il savait son combat contre les partisans de Sławomir Mencen perdu d'avance, un économiste ultralibéral d'extrême droite que lui-même a soutenu par le passé. J'étais séduit par ce rêve qu'il vendait, comme quoi il suffit de travailler dur pour devenir riche. Et je suis revenu à la réalité lorsque j'ai perdu mon premier travail et j'étais fauché. Je n'ai reçu aucune aide de l'État. Et si Mencen avait été au pouvoir, ça aurait été pire. Selon lui, de nombreux jeunes Polonais partagent cette frustration de ne pas bénéficier davantage de la croissance économique. Nous sommes désormais la 21e économie mondiale. Nous pourrions bénéficier de meilleures conditions de travail, mais nous n'avons pas les mêmes politiques publiques que dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est surtout la promesse de rendre le logement abordable qui motive Bartosz à voter pour le candidat Sandberg. J'ai un bon salaire au niveau de la moyenne nationale, mais plus d'un tiers de mes revenus sert à payer mon loyer. Le candidat de la gauche est en deuxième position parmi les moins de 30 ans, derrière celui de l'extrême droite. La défiance envers l'ordre établi encourage ses humeurs aux extrêmes opposés. J'ai voté pour Sandberg. On en a marre des deux principaux partis parce qu'en gros, ce sont tous des menteurs. J'ai voté pour Mencen. Si les camps adverses cohabitent ici sans problème, l'électorat de Mencen est souvent davantage masculin. Mencen veut punir les femmes qui avortent. Je pense que ses partisans ne savent pas pour qui ils votent. Ils voient seulement sur TikTok qu'il a son bar et sa brasserie. Ces étudiantes affirment qu'au second tour, elles iront voter pour une Europe forte et qui soutient l'Ukraine. Mais d'autres ici se disent méfiants vis-à-vis de Bruxelles et Kiev, et eux voteront nationalistes ou n'iront pas voter du tout. Gulliver, donc c'est vous qui avez tourné ce reportage. On voit bien que la jeunesse, finalement, elle rejette d'une manière générale à la fois la candidature du maire de Varsovie, donc Trzaskowski, mais celle aussi de Nawrocki, le PiS, celui qui représente tout de même une droite très extrême, pour finalement voter soit pour Sandberg, qui est la gauche radicale, on l'a vu, soit donc pour Mencen, qui est arrivé en troisième, qui lui est d'extrême droite, mais contre le PiS finalement. C'est un peu comme ça qu'il se positionne. Oui, Mencen se positionne comme une alternative au PiS. Il n'a pas été au gouvernement, il est beaucoup plus libéral économiquement et il se présente comme une sorte d'alternative. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui sont clairement anti-immigration, très conservateurs et qui votent pour l'extrême droite, quel que soit le candidat de l'extrême droite. Mais il y a aussi une partie, je pense, et Bartosz, qui était dans mon reportage, en fait partie probablement, des jeunes qui ont été insatisfaits des deux partis qui ont été au gouvernement et au départ ont vu Mencen qui visiblement avait beaucoup plus d'argent pour sa campagne et pour ses campagnes précédentes aussi, les partis d'extrême droite ont plus d'argent que les partis d'extrême gauche ou de la gauche radicale et qui donc sont allés vers lui comme une sorte d'alternative. Les sondages montrent, les résultats du premier tour montrent qu'une partie de cet électorat de Mencen
rebelle est allé directement de l'extrême droite à la gauche radicale en votant pour Zandberg, parce que le score de Zandberg a été beaucoup plus élevé que prévu. Et il a vraiment gagné en points, gagné en soutien pendant les débats télévisés qui ont eu lieu dans les dernières semaines de la campagne pour le premier tour. Alors la question qui se pose, c'est pour qui vont-ils voter dimanche, ces jeunes qui ont voté soit pour Manson, soit pour la gauche radicale? Et est-ce qu'ils vont voter? C'est une grande question. Et il y en a beaucoup, je pense, qui disent qu'ils ne vont pas voter. Là, je lisais dans la presse, ils avaient appelé des électeurs de Menzen qui avaient voté Menzen au premier tour des jeunes un peu partout dans différentes régions de Pologne. Et il y en a qui disent qu'ils ne vont pas voter du tout, citant souvent le passé de Nawrocki. Il faudrait qu'on en parle aussi. Il y a eu beaucoup de scandales qui sont sortis sur M. Nawrocki, notamment il a été hooligan de foot et il y a aussi pendant un débat télévisé avec M. Trzaskowski, il a visiblement sniffé quelque chose. Il a dit que c'était du tabac, mais le tabac à consommer de cette manière-là est illégal en Pologne aussi. Donc il y a un certain dégoût. Voilà donc... C'est des choses-là qui font que même l'électorat de droite, les jeunes hésitent à aller voter pour Nawrocki, mais beaucoup disaient qu'ils voteraient pour n'importe qui sauf M. Trzaskowski. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi, mais Rafał Trzaskowski suscite une certaine haine chez une partie de la jeunesse, c'est absolument clair. J'ai aussi parlé à des jeunes de gauche qui disaient qu'ils ne voteraient pas pour M. Trzaskowski au second tour, mais ça, c'était avant les résultats du premier tour et avant cette situation où c'est tellement tendu. Et je pense que probablement, ils auront peur, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir chez les libéraux et à gauche, qu'au final, les jeunes de gauche... Beaucoup d'entre eux iront tout de même voter pour M. Trzaskowski. J'ai vu aussi une campagne sur les réseaux sociaux qui disait même si vous allez devoir vomir après, allez voter pour Trzaskowski. On en est là. On en est là. Merci Gulliver Krag qui était avec nous. Donc Georges Mink, puisque vous êtes à Varsovie, un mot justement sur cette jeunesse rebelle, donc qui vote pour les extrêmes. Là, effectivement, notre correspondant nous a dit que peut-être qu'ils ne vont pas voter du tout. Ou qu'est-ce qui pourrait les amener véritablement à voter donc pour le candidat pro-européen, pour le maire de Varsovie? Parce que si je comprends bien, ça va se jouer quand même. Il y a eu un fort taux de participation, mais ça va se jouer à ça. Les jeunes, les femmes, il faut qu'il y ait un report de voix là. Les derniers sondages montrent que finalement cet électorat de Menzen va se mobiliser, que peu de ceux qui ont voté pour lui resteront à la maison. Et les rapports sont à peu près, dans certains sondages, de 30% pour Trzaskowski et 60% pour Nawrocki, et parfois même 40% pour Trzaskowski. Alors, c'est intéressant parce que ça signifie que l'électorat de Menzen n'est pas homogène. C'est des jeunes qui ont adhéré à ce parti ou soutiennent ce parti depuis peu de temps. Le thème viril, d'une part, et moderniste de Menzen, évidemment, les séduisent, et notamment parce qu'ils considèrent que ces deux partis qui règnent depuis longtemps sur la Pologne sont des vieillots partis, les leaders sont des vieilles personnes et qu'il est grand temps de... Il y a une sorte de dégagisme, en quelque sorte, chez des jeunes, mais néanmoins, lorsqu'il est question de valeurs fondamentales, et là, ça a été cité par votre correspondant, notamment les questions morales, qui oblitèrent considérablement la candidature de Nawrocki avec les derniers scandales qui sortent, d'une part, et d'autre part, lorsqu'il s'agit de promesses sociales que fait Trzaskowski, notamment concernant le logement, qui est un des points nodaux pour les jeunes couples polonais, on peut penser qu'il y aura une mobilisation et que finalement elle sera à peu près équilibrée en ce qui concerne les deux candidats. Donc ça va être serré. Un mot, vous pouvez nous raconter ce scandale justement auquel est confronté Nawrocki, donc le candidat nationaliste. Il y a toute une série de scandales qui sortent au fur et à mesure d'ailleurs. Le premier de scandales concerne un logement que Nawrocki s'est approprié, sachant qu'il pourra jouer sur un faible prix en arrachant ce logement à un homme qui était alcoolique, vieux, ayant besoin de soutien financier. Donc pour peu d'argent, il a cherché à obtenir ce logement. Ça a explosé maintenant parce que toute la procédure légale apparemment n'était pas correcte. Et en plus,
le candidat s'est embrouillé dans les explications. Mais ensuite sont sortis d'autres scandales, notamment celui où, quand il était jeune, il était chauffeur de taxi et procurait dans un grand hôtel d'une ville balnéaire polonaise des prostituées pour cet hôtel à la demande des clients. Et il y a un autre problème qui est lié aussi à sa personnalité. Lorsqu'il était jeune, il était très sportif, il était boxeur et il participait à des combats illégaux qui se déroulaient dans des forêts et qui étaient en fait répréhensibles considérant la loi. Bon, il se défend comme il peut et un des derniers débats, on s'est aperçu aussi, ça a été mentionné par votre correspondant, qu'il utilisait une sorte de narcotique pendant les débats. Et il sniffait quelque chose. Après, il a expliqué qu'il s'agissait de petits sachets de tabac, mais ça a donné l'impression, évidemment, qu'il était dépendant de ces tabacs. Et les gens se sont demandé, est-ce que pendant une réunion, par exemple, de l'Union européenne, où il y aura des représentants des différents pays, il pourra se permettre de sniffer toutes les 5 minutes, ce genre de choses. Ouais. Donc, tout ça a créé une hypothèque. Mais apparemment, sa clientèle électorale ne réagit pas à cela. Oui, Patrick Martin-Genier, oui, intéressant de revenir sur les scandales parce que ça a quelques jours, ça a une semaine et ça entache donc tout de même la candidature du candidat nationaliste, Nawrocki, a priori. Écoutez, ça entache peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont au coude à coude. Oui, toujours. Et on a l'impression que, quels que soient les scandales que peuvent avoir certains candidats, rappelez-vous Donald Trump aux États-Unis, le candidat d'extrême droite en Roumanie, en fait, les gens s'en fichent. Parce que ce n'est pas leur problème. Ils ne voient ça qu'après. Et aujourd'hui, cela vient d'être évoqué, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes économiques, il y a le problème du chômage des jeunes. Et c'est tout cela qui compte aujourd'hui. Et au final, on voit bien que ce sont ces enjeux très importants, économiques et sociaux qui vont compter. Et en fin de compte, les scandales importent peu, sans quoi ça impacterait. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le vote des jeunes va être fondamental, de la même façon qu'il l'a été en Roumanie. Les jeunes de 18 à 34 ans ont beaucoup voté. C'est eux qui ont fait basculer l'élection en faveur du candidat européen. Et s'il y a un sursaut de la jeunesse pro-européenne, c'est le candidat pro-européen qui sera élu. Sinon, ce sera le candidat nationaliste et ce sera une catastrophe. Les jeunes et puis peut-être les femmes aussi, Patrick Gautrat. Je vous fais réagir juste après. C'est bien que vous me parliez des femmes parce que il y a 2 ans, la victoire de Tusk est venue des jeunes et des femmes. Et les femmes sont encore plus résolument contre le PiS pour notamment le problème de l'avortement. À condition qu'elle se mobilise, c'est ça, il faut qu'elle se déplace. Écoutez, a priori, moi je reviens de Pologne, j'ai passé quelques jours la semaine dernière, les femmes sont très mobilisées. Donc si vous additionnez d'une part les scandales qui malgré tout quand même font les délices de la presse et de la télévision, les gens les regardent. Deuxièmement, les jeunes qui, s'ils sont un peu logiques, et qui veulent que des réformes soient faites, comme l'a dit mon collègue, dans le domaine du logement, dans le domaine de l'université, il ne faut pas qu'il y ait cohabitation, il faut qu'il y ait les mêmes partis, président et Premier ministre, et puis les femmes qui représentent quand même la moitié de la population et qui se sont mobilisées. Les femmes, vous avez tout à fait raison, le problème de l'avortement, des femmes sont mortes de ne pas avoir pu avorter en Pologne, sous le PiS, et enfin, également, n'oublions pas, même si certains estiment que ce n'est pas un problème, mais si la communauté LGBT, les homosexuels qui sont mis au banc de la société également en Pologne. Donc c'est également des minorités et d'autres communautés qui doivent se mobiliser. Gulliver, c'est sûr, justement, les femmes, un vote des femmes, que ça pourrait faire la différence, comme ça avait été le cas, effectivement, pour Tusk à l'époque. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Patrick Martin-Genier. Pardon si j'ai mal prononcé votre nom. Le fait que les deux candidats sont au coude à coude, on pourrait en tirer la conclusion que les scandales autour de M. Nawrocki n'ont pas beaucoup d'impact, que les gens s'en fichent un peu, mais on pourrait aussi tirer la conclusion beaucoup plus inquiétante pour les libéraux, les pro-européens et la gauche, qu'en fait la Pologne est un pays dont l'opinion publique est tellement ancrée à droite qu'ils ont tellement envie de voter pour un candidat de droite que si le PiS avait misé sur un autre candidat, il gagnerait cette élection très facilement. C'est peut-être seulement parce que Nawrocki est si faible que Trzaskowski a des chances de gagner. J'ai entendu aussi cette opinion chez des éditorialistes en Pologne, et pour l'avenir du pays ancré dans l'Union européenne, c'est inquiétant.
Mais pour rebondir, Georges Ming, sur ce que vient de dire Gulliver, est-ce qu'il n'y a pas deux Polognes, c'est-à-dire cette Pologne archi-conservatrice contre l'avortement, d'ailleurs très catholique aussi, et puis une autre Pologne qui est celle incarnée vraiment par le maire de Varsovie, où là, justement, on prône les droits LGBT+, on voudrait les femmes, on les a vues descendre dans la rue pour justement défendre le droit à l'avortement. On a vraiment l'impression d'un pays très divisé, ou est-ce qu'au contraire, on va quand même un peu plus vers le conservatisme? Tout ça est en fait lié. On sait par le passé que les enquêtes sociologiques montraient qu'il y avait la Pologne A et la Pologne B, les villes et les campagnes, les petites localités. Et c'est vrai que ça joue, on a vu dans les résultats du premier tour que c'est une des variables qui différencie la population polonaise. Mais il y a aussi l'attachement à un certain conservatisme, et notamment lié à l'activité de l'Église elle-même, qui, dans les homélies qui précèdent juste le vote, plaide pour voter pour le nationalisme, pour la polonité et aussi pour les valeurs conservateurs. Et ça divise la Pologne entre une Pologne qui est déjà sécularisée et l'autre Pologne qui est profondément catholique. Un mot encore sur la campagne, Patrick Martin-Génier. Justement, pour revenir sur Sławomir Mencen, donc, qui a fait sa campagne, celui qui est arrivé en 3e position, ce candidat d'extrême droite qui séduit la jeunesse. Il a fait campagne sur sa chaîne YouTube et au moment où il a su qu'il était en 3e position après le premier tour, il a dit aux deux autres candidats, donc le nationaliste et l'européen, venez dans mon émission sur YouTube et si vous rejoignez 8 conditions que je présente, à ce moment-là, peut-être que je voterai pour vous. Mais ce n'était pas très clair. Les deux candidats y sont allés. Le candidat nationaliste Nawrocki a tout de suite dit qu'il souscrivait à ces 8 conditions. Alors dans les 8 conditions, il y a qu'il n'augmentera pas les impôts, qu'il ne limitera pas la liberté d'expression, surtout qu'il n'y aura pas de ratification, enfin pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, contre l'envoi des troupes également dans l'Ukraine. Ça fait partie des propositions de Mencen auxquelles a souscrit Nawrocki. Et Trzaskowski, le pro-européen, lui, n'a pas dit qu'il se soumettait à ces conditions, mais il est tout de même venu dans sa chaîne YouTube faire donc l'interview avec lui. Et les deux émissions ont quand même fait 4 millions de vues. Oui. Donc la Pologne, c'est aussi une campagne vraiment sur YouTube, sur les réseaux sociaux, avec toutes les fake news que ça inclut. Voilà, écoutez, c'est vrai que c'est étonnant pour le maire de Varsovie d'y être allé, parce que c'est quand même un candidat, effectivement, vous l'avez dit, complotiste, d'extrême droite, et donc pro-Trump, évidemment, et donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour ce candidat de se compromettre avec ce candidat d'extrême droite, précisément, et donc peut-être que vous avez raison. 4 millions de vues. 4 millions de vues. Mais est-ce que les gens qui vont sur cette chaîne YouTube, ils veulent entendre quoi? Ils ont envie d'entendre ce que propose M. Mencen, qui s'impose en tant que faiseur de roi et qui est pro-Trump, nationaliste, etc. Donc je pense que, je ne sais pas si cela aura un impact. En tout cas, le maire de Varsovie a eu du courage d'y aller. Il a effectivement pu débattre. Ce n'était pas facile, tandis que l'autre, Nawrocki, comme vous l'avez dit, a souscrit à l'ensemble des 8 engagements qui sont des engagements pour tenter d'obtenir effectivement la présidence de la République, sachant que, encore une fois, vous l'avez dit, ce sont des jeunes, des femmes, des communautés qui vont se battre pour éviter que ce soit l'extrême droite qui arrive au pouvoir, parce que ce sera 5 ans d'incertitude. Un mot sur les soupçons d'ingérence aussi, c'est un peu comme en Roumanie, un peu moins peut-être, mais tout de même, Patrick Gautrat, on en a parlé, des tentatives de déstabilisation du scrutin. L'Institut polonais de surveillance des réseaux sociaux, NASK, à 3 jours du premier tour, avait dit avoir observé des messages cohérents avec la ligne de propagande russe, donc des soupçons d'ingérence. Quel est l'impact de ces ingérences sur le scrutin? Écoutez, par rapport à la Roumanie, où même la France a été soupçonnée d'avoir interféré avec la campagne, et là, ce n'est pas le cas en Pologne, je crois qu'en Pologne, la situation est très différente. Il y a une unanimité, y compris au PiS, et surtout au PiS, je dirais, anti-russe, qui fait que les influences russes, peut-être, il y a maintenant un candidat encore plus à droite qui s'appelle Braun, qui est un monarchiste, soi-disant, et qui, lui, est carrément à l'extrême droite, et qui a des tendresses pour M. Poutine et pour le Kremlin. Mais à part ce phénomène qui représente 6% des voix, le reste de l'opinion est tout à fait
contre la Russie. Donc la Russie, si elle veut faire de la guerre hybride, c'est pas la Pologne son terrain de jeu. Par contre, permettez-moi d'être désagréable pour les États-Unis, moi qui suis un américanophile reconnu, qui est servi aux États-Unis de longues années, ceux qui interfèrent vraiment dans la campagne et de la manière la plus brutale et j'allais dire la plus invraisemblable avec la visite de cette dame, ce sont les États-Unis. Alors Navrovski a réussi à se faire prendre une photo à la Maison-Blanche, alors on en a déduit qu'ils étaient copains comme cochons avec Trump, mais personnellement je suis assez choqué par l'attitude de l'administration américaine. Patrick Martin-Génier, on a parlé quand même de 10 000 comptes suspects, globalement, oui. Plusieurs centaines de faux comptes sur les réseaux X qui diffusaient de manière coordonnée des messages cohérents avec la ligne de propagande russe. Sur Telegram aussi, une propagande russe. Voilà, manifestement, Varsovie, en tout cas, parvient plus ou moins bien, enfin plutôt bien, on va demander aussi à notre correspondant, à lutter contre ces fake news. Oui, c'est bien, il y a un organisme de contrôle, ils ne sont pas tombés dans le piège de la Roumanie ou qui avait conduit à l'élection du premier tour de l'élection présidentielle, c'est très important. Mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est que cette élection présidentielle, elle est essentielle pour autre chose. Pas uniquement pour l'Europe, pas uniquement pour l'Ukraine, pas uniquement pour les femmes et l'avortement, mais aussi pour la liberté. Ça fait déjà beaucoup. Mais je veux dire, c'est un projet de société qui est néfaste dans la droite nationaliste, que le PiS a porté pendant 8 ans au pouvoir. C'est aussi l'indépendance des juges. La Pologne a été sous l'infraction de la commission, procédure d'infraction de la Commission européenne. L'indépendance des journalistes. Partout où la droite nationaliste, populiste l'emporte en Europe, ce sont les droits des femmes, les droits des journalistes, l'indépendance de la magistrature qui est en cause. Et voilà, c'est un projet global qui est en cause et qui est en jeu la prochaine élection présidentielle. Gulliver Krag, où je vous fais juste je suis entièrement d'accord avec ça. Oui. Je vous dis, j'en reviens, et c'est vraiment capital que ce pays qui a une croissance économique formidable soit logique avec lui-même et rende un peu hommage aux gens qui le mènent et ne le projette pas de nouveau dans de mauvais démons dont on sait qu'ils existent. Un mot, Gulliver Krag, justement sur ces soupçons d'ingérence. Quelle est votre analyse sur place quand vous êtes allé, ces comptes suspects dont on a pu parler avec de la propagande russe bon, est-ce que la Varsovie arrive à y mettre fin, enfin à contrôler ? Vous savez, on a fait un reportage un peu sur ça et sur ces luttes contre la désinformation qui a été diffusé dans notre émission Focus juste avant le premier tour. Et je dois dire qu'on a voulu tourner une séance de formation d'influenceurs. Et il a été très difficile d'organiser ce tournage. Finalement, on a pu le faire, mais ils n'avaient juste pas autant de séances pour nous proposer. On ne peut pas dire que... On avait un peu l'impression que cela ne se faisait pas à l'échelle suffisamment massive qui serait vraiment nécessaire pour être efficace. Après, les gens qui étaient là, ils étaient très intéressants, tout ce qu'ils disaient semblait très correct, mais je me demande si l'échelle des moyens déployés est vraiment à la hauteur des défis. Après, mesurer le niveau de l'influence de ces sites et de ces campagnes de désinformation, évidemment, c'est très difficile parce que la Russie utilise toujours des choses qui sont déjà présentes dans l'opinion, comme l'anti-ukrainisme contre les immigrés ukrainiens, par exemple. Cela existe évidemment, naturellement en Pologne. Et ce que la Russie fait, la Biélorussie aussi, c'est de les attiser, d'essayer de les amplifier. Et c'est difficile de faire la part des choses et dire combien il y a d'influence dans le lot des opinions. Mais j'ai certainement entendu des gens qui votaient pour Navrotski me dire qu'ils votaient pour Navrotski pour des raisons qui ne sont pas fondées sur des faits. Je vote contre la fédéralisation de l'Europe, par exemple. Georges Mink, sur justement les sites de fake news, il y a eu pas mal de fake news, effectivement, sur les Polonais, sur les Ukrainiens réfugiés en Pologne. C'est exact. Si vous me permettez, je reviendrai juste à ce qui était dit précédemment, parce que je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'ingérence américano-orbanienne est beaucoup plus importante actuellement que l'ingérence russe, contre laquelle les Polonais se défendent pas trop mal en créant une sorte de parasol de déconnexion des médias de type russe. Et en revanche, si vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui et hier à Budapest dans le cadre de la Conservative Political Action Conference, vous verrez qu'il y a un plan général de toutes les droites conservatrices européennes et ils tablent sur la victoire de Navrotski. Simeon, le malheureux candidat roumain, a même dit que
Si Navratsky perdait, c'est Orban qui perdrait par la suite. Et là, il y a une sorte de mobilisation avec Orban qui prépare une sorte de plan pour l'Europe patriotique. Là, il y a un vrai danger. Patrick Martin-Génier, oui, un vrai danger, une sorte de ligne Orban, Trump, ces courants donc d'extrême droite qui sont d'ailleurs en ce moment en Hongrie, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, Georges Mink, qui sont présents en Hongrie en ce moment avec cette vision de l'Europe d'Orban, voilà, et de Trump, donc très différente bien sûr de celle du maire de Varsovie. Non seulement ils font pression donc, hein, à vous entendre, Georges Mink, ils font pression. Oui, bien sûr, non seulement c'est différent, mais c'est antinomique avec les valeurs de l'Union européenne, on l'a bien vu. Ce sont des gens qui refusent toute solidarité européenne, qui globalement, peut-être hormis Mme Meloni, même si elle a dit qu'elle ne voulait pas envoyer de troupes en Ukraine, en fait ce sont des gens qui ne veulent plus aider l'Ukraine, ce sont des Trump, mais également des pro-Poutine, donc par définition, puisque les deux sont en train de vouloir régler tout seuls cette guerre. Ils sont contre l'envoi de missiles et d'armements en Ukraine. Et au final, eh bien, il met un bémol, c'est qu'ils veulent quand même leur argent, hein, puisque l'Union européenne, c'est quelque chose de très important, les fonds structurels, les fonds pour la politique agricole commune. Donc on s'aperçoit effectivement qu'ils défendent des valeurs qui sont antinomiques avec l'Union européenne. Mais au final, ils n'osent pas tellement s'opposer aux orientations fondamentales de l'Europe, notamment sur tout ce qui est politique économique, par exemple. Ils veulent profiter des fonds européens. Donc... La Commission étant, selon eux, une sorte de tiroir-caisse. Et c'est pour ça que Viktor Orban a mis un peu d'eau dans son vin. Tiroir-caisse. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord une nouvelle fois. Monsieur l'ambassadeur. Les gens se rendent compte quand même que pendant que le PiS a gouverné de 2015 à 2023, l'Europe, qu'on accuse toujours d'être faible, a été très énergique, puisqu'elle a appliqué l'article 7 et qu'on a arrêté toute une série de financements et que, comme par hasard, quand tout ce qui est revenu, les financements sont revenus. Donc les gens ne sont pas idiots. Et Kaczynski lui-même a toujours dit, Jarosław Kaczynski, le chef du PiS, qu'il aimait pas l'Europe, mais qu'il était d'accord avec les financements européens. Donc c'est un cynisme complet. Et encore une fois, le bon sens, vous savez, il faut croire au bon sens. Le bon sens pour les Polonais aujourd'hui, c'est de continuer dans la voie de l'Union européenne, surtout après l'expérience, je répète, des années du PiS, qui a été catastrophique, et comme ça a été rappelé, avec non seulement les problèmes financiers, mais tous les problèmes de liberté publique. Gulliver Crack, donc finalement, on est quand même dans un modèle démocratique qui va se jouer dimanche aussi, en plus de tous les enjeux géopolitiques dont on a parlé, une sorte de Pologne qui virerait à la Orban, ou une Pologne qui, au contraire, serait plus démocratique, reconnaîtrait le droit à l'avortement, mettrait bien en place l'indépendance, remettrait en place une indépendance de la justice. Oui, c'est très important et je pense que on ne peut pas vraiment surestimer l'importance de cette élection, même si c'est une présidentielle et la Pologne est une république parlementaire. Donald Tusk, le libéral, sera encore Premier ministre si Karol Nawrocki devient président. Mais il aura ce pouvoir de veto. C'est une coalition menée par Donald Tusk fragile, très hétéroclite. La possibilité que la coalition s'effondre et qu'il y ait des élections parlementaires législatives anticipées est vraiment assez élevée. Un mot de conclusion, Georges Mink, enfin on y est presque à la fin de cette émission. Pour vous, qu'est-ce qui va être déterminant dimanche ? Dimanche, c'est le résultat qui va être déterminant entre les deux candidats. Si l'écart est très très faible, je pense qu'on va assister sans doute à une sorte de guerre civile larvée par justice interposée, mais aussi par des mouvements de protestation, parce qu'on va contester les résultats. Déjà, c'est un des leitmotifs de la propagande du PiS qui considère que les jeux sont truqués, que l'argent est bloqué pour la campagne électorale, qu'il y a des soutiens étrangers au Parti libéral. Et donc, il y aura sans doute une sorte d'acuité de ce conflit, mais s'il y a, et malheureusement c'est ça le pronostic, 1%, 1,5% de différence si Trzaskowski est en tête. Si c'est l'inverse, je pense que les libéraux qui l'ont montré déjà dans le passé, notamment aux élections de Duda, ils vont accepter les résultats. Donc voilà la situation. Il faut se préparer à ce genre de tension post-électorale
que l'Amérique d'ailleurs a déjà illustré pendant les précédentes élections américaines. Patrick Martin-Geniez, il se préparer à un potentiel 6 janvier. Si effectivement c'est très très serré, bon, on ne peut pas comparer exactement, mais en tout cas, la Roumanie, c'est l'écart entre les deux candidats qui fait que c'est finalement le vaincu à accepter la défaite. C'est vraiment l'écart, et je crois que la Pologne reste un État de droit. Il y a une Cour constitutionnelle, donc en cas de contestation, ce sera ces juridictions constitutionnelles qui pourra éventuellement déterminer s'il y a eu ingérence ou pas. La Cour constitutionnelle entre les mains du PiS. Oui, et maintenant du PiS, et maintenant du PiS encore, c'est vrai. Mais je pense que là, il y a eu des efforts depuis 2 ans avec Donald Tusk. Et donc, enfin moi personnellement, je ne crois pas à la guerre civile. Je la pense, oui, c'est vrai, probable, mais à l'initiative du candidat nationaliste qui est toujours mauvais perdant. Patrick Gautra. Je ne crois pas non plus à la guerre civile parce que dimanche dernier, les Polonais nous ont quand même donné un bel exemple de conduite collective, puisqu'il y avait 150 000 personnes d'un côté, 70 000 de l'autre. Tout le monde dans la rue, là, oui. Et d'après ce qu'on m'a raconté, on avait eu l'idée un peu saugrenue de mettre les autobus pas loin des uns des autres à la fin des manifs. Et il n'y a pas eu un incident. Donc je crois qu'il y a des leçons à retenir du civisme des Polonais, et je suis tout à fait optimiste, moi aussi, sur leur bon sens. Gulliver, cette possibilité d'une guerre civile, vous l'avez un peu senti, vous, cette tension ? Non, on sent la haine dans la rhétorique, mais l'idée que cela pourrait être généré vers de la violence, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Merci d'avoir été là. Ça sera donc dimanche, ce second tour de l'élection présidentielle. J'espère que j'ai pas eu tort là. On a tous parié. Ah oui, on a parié sur la paix civile. En tout cas, vous y serez, Gulliver, bien sûr, en Pologne. Pour nous, pour France 24, vous pourrez suivre ce second tour de la présidentielle sur notre chaîne en direct avec Gulliver qui sera présent, et puis avec toutes nos équipes, nos invités, avec le résultat, bien sûr, on verra, serré ou pas. Merci d'avoir participé, Patrick Gautra, à cette émission. Merci Patrick Martin-Geniez. Merci Georges Mink d'avoir été avec nous en direct de Varsovie. Merci Gulliver Crac, donc notre correspondant dans la région. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast.